à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce matin pour ce deuxième volet de notre cycle de webinaires consacré au télétravail, organisé par Télétravail Durable et la CCI France-Suisse. Alors, Télétravail Durable, je vous le rappelle, c'est un groupe d'experts pluridisciplinaires qui a pour objectif d'accompagner les entreprises et les individus dans la transition vers les nouveaux comportements de travail. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à deux aspects fondamentaux pour prendre soin de ses collaborateurs en télétravail. Il s'agit du volet santé et du volet juridique. Nous accueillons trois intervenants pour en parler. Le docteur Nicolas Millet, médecin-chef de l'unité d'anesthésiologie à l'hôpital Jules Gonin de Lausanne et membre du comité scientifique de télétravail durable. Maître Stéphane Voisard, associé de l'étude BR Avocat Associé à Genève et également membre du comité scientifique de télétravail durable. Et enfin, Laurent Burgat, directeur des ressources humaines pour la Suisse et directeur de la transformation d'art, donc Allemagne, Suisse et Autriche, pour le groupe Renault. Merci à tous les trois d'être avec nous pour partager votre expertise et votre expérience. Avant de vous passer la parole, je rappelle à tous les participants à ce webinaire que cette session est enregistrée et vous sera mise à disposition en replay. Autre information importante, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, je vous invite à utiliser la fonction Q&R pour y écrire vos questions. Donc, ça se passe juste en bas de votre écran. Nous traiterons les questions à la fin des propos de nos intervenants. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent webinaire et je passe le micro ainsi que la caméra à Nicolas Millet. Non, c'est bon. Alors bonjour, j'ai la mission suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi, voilà. Donc j'ai la mission de vous parler en 10 minutes des problèmes de santé en télétravail. J'ai volontairement décidé de séparer ma présentation, de diviser les problèmes de santé en risques somatiques et risques psychiques ou psychosociaux. Et à la fin, je vous donnerai quelques pistes pour tenter d'imiter ces risques suivants, s'il vous plaît. Alors, si l'on considère d'abord les troubles somatiques, les principaux problèmes sont des troubles de l'appareil musculo-squelettique, notamment des maux de dos et des problèmes d'arthralgie ou de compression nerveuse au niveau des poignets. Et ça, c'est consécutif au travail sur l'écran. Une autre chose bien connue, ce sont le manque d'activité physique, avec au pire le développement de l'obésité ou d'un syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est une sorte de triade obésité, hypertension, diabète, qui sont des problèmes de société relativement graves. On parle beaucoup des troubles de la vision. Il n'y a pas beaucoup de choses très sérieuses dans la littérature pour dire que le travail à l'écran, ça va entraîner des conséquences graves pour les yeux. Mais on parle d'asthénopie, c'est un terme savant pour dire fatigue des yeux dû au travail à l'écran, aussi parfois des sécheresses oculaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de ces pathologies, il est faramineux. Il se chiffre en milliards de francs chaque année, et c'est un coût pour les individus, les entreprises et la société. Suivante. Alors, si on prend un exemple ici que j'ai tiré d'un excellent livre que je vous recommande, qui a été écrit par Olivier Girard, qui parle des troubles de la posture, qui donne beaucoup de conseils. Vous voyez à droite un télétravailleur ou un travailleur à son écran qui est correctement assis, il a le dos droit, il a une chaise adéquate avec un appui lombaire, l'écran est à la bonne distance, à la bonne position, et vous voyez que sa colonne est parfaitement droite, ce qui fait que la colonne cervicale est détendue. À l'inverse, un autre exemple de ce qu'il ne faut pas faire, un télétravailleur qui utilise un laptop, il est trop près de l'écran, il est vautré sur sa chaise, donc l'appui lombaire n'a plus aucune utilité. Et vous voyez que la colonne est complètement tordue, ce qui fait que ça peut entraîner des troubles au niveau cervical et lombaire. Suivante. Suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les troubles somatiques? C'est assez évident, c'est-à-dire que d'avoir une station de travail ergonomique, ça fait du sens. Il s'agit d'avoir un siège adapté, mais surtout bien réglé. Olivier Girard dit qu'il faut mieux avoir un siège avec peu de réglages, mais qui soit vraiment réglé, qu'un siège avec plein de possibilités de réglage qui ne soient pas du tout réglées.
Il faut placer l'écran à la bonne hauteur. Et puis, bien sûr, le pire, c'est de travailler sur une tablette ou un laptop. On parle aussi, par exemple, de mettre le clavier à plat pour éviter des problèmes d'arthralgie des poignets. Un autre point, c'est de respecter une bonne hygiène de travail, respecter ses horaires de travail, prendre des pauses régulières, et puis de tenter d'avoir une activité physique. Durant le confinement, des entreprises ont envoyé, par exemple, des capsules vidéo sur des exercices d'assouplissement ou de fitness à leurs employés. Et puis finalement, une bonne chose, c'est aussi de contrôler l'acuité visuelle tous les 2 ans pour être sûr que les gens n'aient pas des problèmes visuels dus à des lunettes qui sont mal adaptées. Les troubles visuels pouvant aussi entraîner des troubles de la posture si on se tient trop près ou trop loin de l'écran. Suivante. Alors, l'autre volet, ce sont bien sûr les troubles psychiques ou les risques psychosociaux. Et je dois dire, quand j'ai un peu lu ce qu'on publie un peu sur les enquêtes au travail ou au télétravail, il y a des observations un peu paradoxales. C'est clair, quand on parle du télétravail, il y a beaucoup d'aspects très positifs. Les gens disent qu'ils sont plus efficaces, qu'ils ont plus de temps pour leur famille, qu'ils passent moins de temps en transport. En même temps, on trouve aussi beaucoup d'aspects moins positifs, c'est-à-dire qu'ils parlent de sentiments d'isolement, de dépression, de difficultés à séparer travail et vie privée. Et puis aussi, ce qui ressort beaucoup, c'est que certaines personnes sont en surcharge de travail et présentent un niveau de stress assez important. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces risques? L'idée, c'est toujours parfois un peu wishful thinking d'avoir un espace dédié, mais enfin, c'est quand même l'idée d'avoir une tenue de travail qui soit la même en fait que d'habitude. On ne va pas travailler en caleçon devant son ordinateur. Certaines entreprises mettent un petit temps social au début des réunions pour que les participants puissent en fait faire avoir les discussions qu'ils ont normalement autour de la machine à café. Il faut respecter le temps de travail et prendre des pauses régulières. Et puis aussi, surtout, ne pas tout régler par email. On ne va pas faire du chat avec des emails, mais on peut très bien prendre son téléphone pour appeler un collègue. Et ça donne un peu de chaleur humaine à ce monde qui est un peu désincarné. Et finalement, le dernier conseil, c'est de mettre une limite au travail et puis de se déconnecter en fin de journée suivante. Alors ici, vous voyez, moi je m'intéresse beaucoup aux voitures anciennes. Vous voyez un exemple d'une voiture des années 60 et puis le même modèle en 2020. Et puis, donc il y a une évolution extraordinaire. La voiture est beaucoup plus performante. En parallèle, je vous ai mis une image du LEM et puis d'un iPhone 12. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur qui a permis de piloter cet engin avait une mémoire vive de 4 kilobytes, alors que maintenant, des objets tels que les téléphones portables qui sont vendus à des millions d'exemplaires peuvent avoir jusqu'à 8 gigabytes de mémoire vive. Alors, si vous voulez, là, il ne s'agit plus d'une évolution comme dans le cas de l'automobile, mais véritablement d'une révolution suivante. Et c'est pour moi, en fait, cette révolution qui a rendu possible le télétravail par le développement absolument extraordinaire au niveau digital. Alors, le développement des technologies était fantastique, mais j'ai parfois l'impression que l'usage de ces technologies s'est développé de manière incontrôlée. Dans une entreprise, quel médium va-t-on utiliser, dans quelle situation? Quels sont les programmes, je dirais, officiels de l'entreprise? Est-ce que la formation est suffisante? Est-ce que les ressources en informatique sont adéquates? Est-ce que dans l'entreprise, on a fixé des règles sur une utilisation correcte et intelligente de tous ces outils de communication? Suivante. Si vous prenez par exemple l'effet du courrier électronique, moi je me souviens de la première fois que j'ai envoyé un courrier électronique, quel émerveillement il y a 25 ans d'envoyer un message à l'autre bout du monde et de recevoir une réponse dans les 3 minutes. 25 ans après, je suis toujours autant émerveillé, mais je dois dire que j'ai remarqué qu'il y a aussi des effets qui peuvent être néfastes et puis qui peuvent augmenter le niveau de stress.
Alors, je ne vais pas lister tout ce que j'ai mis sur la dia là, mais en fait, si on pense à l'overdose d'emails qu'on a, les gens qui reviennent de vacances qui disent qu'ils ont 600 emails en retard, les interruptions incessantes si on ne désactive pas les notifications, et puis des choses des fois un petit peu plus inquiétantes comme l'usage des personnes en copie ou l'envoi de messages à de multiples personnes, on ne sait plus qui c'est qui va répondre par exemple, et même des formes qui arrivent aux limites de ce qu'on peut appeler des comportements abusifs, c'est-à-dire d'envoyer par exemple des messages tout en majuscules, qui correspond dans l'oral à, en fait, à un cri plutôt qu'à une parole civilisée. Suivante. Alors, mon point de vue, c'est que l'usage non contrôlé de ces technologies peut avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les personnes qui sont en télétravail, et que c'est peut-être le moment pour les entreprises de se poser une question sur quelle est la meilleure manière d'utiliser les nouvelles technologies. Et finalement, le fait de poser des règles sur un usage adéquat des technologies, ça reflète les valeurs de l'entreprise. Et on a vu que, particulièrement en ces temps de confinement et de télétravail, la question du sens a une importance importante pour les télétravailleurs. Suivante. Alors, en conclusion, je dirais que le télétravail, c'est avant tout une formidable opportunité, même s'il regroupe des réalités très différentes. Les problèmes somatiques et psychosociaux principaux, ils sont connus. Et puis, comme souvent en médecine, la prévention est beaucoup plus efficace que le traitement. Pour moi, la prévention, elle passe par un investissement matériel. C'est surtout équiper de manière correcte la station de travail, par un coaching et des conseils en hygiène du travail, et surtout par le fait de fixer un cadre intelligent et raisonnable à l'utilisation des nouvelles technologies. Et ces trois mesures constituent, à mon sens, un signal fort qui montre qu'une entreprise se préoccupe réellement de la santé de ses collaborateurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Millet, pour la présentation de votre expertise en tant que professionnel de la santé. Nous allons maintenant passer la parole à Stéphane Voisard, qui est donc avocat associé à Genève et qui va nous parler des risques liés au télétravail et des éléments de solutions juridiques qui existent à ce jour. C'est à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avec la caméra, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ah, pardon. Démarrer ma vidéo. Là. Voilà. Bonjour à tous. Après l'exposé des risques médicaux, je m'attacherai à présenter les risques juridiques et à fournir un certain nombre de solutions suivantes liées au télétravail. J'ai classé les risques en trois catégories. L'une liée à la protection de la personnalité est en jeu le contrat de travail. Ensuite, tout le domaine des assurances qui pose effectivement un certain nombre de questions. Et puis enfin, l'un des points les plus importants, je pense que c'est le risque capital du point de vue juridique, si j'accepte la santé, que cause le télétravail, c'est la question de la protection des données de l'entreprise. Pour chacun de ces risques, j'essaierai d'esquisser des éléments de solution, naturellement qui vous paraîtront assez généraux, voire banals, et qui en tous les cas appellent une adaptation pour chaque entreprise, chaque cas spécifique. Suivant. Alors, premier risque lié à la protection de la personnalité, c'est vraiment l'obligation cardinale du point de vue du télétravail de l'employeur vis-à-vis de ses employés. Le docteur Millet vous a parlé des risques de burn-out ou des risques liés à l'ergonomie de la place de travail. Je dirais du point de vue du droit que l'enjeu fondamental que pose le télétravail, c'est cette espèce d'effacement entre les temps de travail et les temps de repos. C'est là la clé ou la source de tous les problèmes potentiels de santé ou de surmenage
qui peut affecter les employés. Et c'est pour cette raison, je pense que l'une des obligations fondamentales, mais qui est un petit peu lettre morte depuis quelques années, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de tenir des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, va prendre sans doute de l'importance et permettrait aux employeurs de se protéger un minimum pour les cas où certains de leurs employés sombreraient dans un burn-out. Suivante. Parce que la surveillance en tant que telle n'est pas la panacée. D'abord parce qu'elle est assez limitée. N'est autorisée fondamentalement qu'une surveillance, qu'un contrôle qui est sporadique et pas continu, et qui n'a pas dont le but ne s'épuise pas dans la simple surveillance, mais qui est nécessaire parce que c'est pour la sécurité, pour le contrôle de la qualité des prestations ou la productivité. Donc, ce n'est pas la surveillance des employés qui sera décisive. Ce qui sera vraiment décisif, c'est ou c'est un aspect seulement de cette surveillance, c'est-à-dire le contrôle des temps de présence par le registre. Suivante. Deuxième risque, celui lié aux assurances. Alors, il faut un peu tempérer la notion de risque de ce point de vue-là, parce que après quelques recherches, j'ai pu constater que la couverture du risque accident est la même qu'on soit en télétravail ou pas, ce qui règle quand même passablement de choses. En deuxième lieu, s'agissant de l'assurance perte de gain, le télétravail devient un peu le bouclier pour l'assureur, dans la mesure où il faudra démontrer pour pouvoir être éligible aux indemnités de perte de gain, que le télétravail dans l'entreprise n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire télétravail? L'impossibilité, ce n'est pas seulement, je pense, une impossibilité objective. C'est aussi le fait qu'on ne peut pas organiser le télétravail sans encourir des frais particulièrement disproportionnés. Dernier problème d'assurance, peut-être le plus problématique, c'est celui lié à la perte et à la détérioration des appareils, parce que après un tour d'horizon de diverses polices d'assurance de commerce, je peux constater qu'en général ne sont protégés que les outils qui se trouvent au siège de l'entreprise et pas ailleurs. Ce qui fait qu'une adaptation potentielle des polices serait nécessaire. Quitte à savoir si les assureurs vont s'y adapter, c'est encore une autre question. Mais c'est une question qui risque d'être brûlante par la généralisation du télétravail et puis aussi par le fait que l'assurance RC de l'employé ne couvrirait pas un sinistre causé à un ordinateur. Suivant. Pour mémoire, les risques liés aux frontaliers, vous savez que en principe, est assujetti à la sécurité sociale de son pays de résidence, celui qui télétravaille à un taux de plus de 25%. Une interprétation totalement flexible a été donnée et appliquée à la suite d'accords amiables que la Suisse a eu avec l'ensemble de ses voisins, Allemagne, France, Italie et Autriche. Nous sommes tous dans l'expectative quant à savoir si le rétablissement de cette contrainte de 25%, une fois que la pandémie sera passée, si cette contrainte sera rétablie. J'ai l'impression que tel sera le cas, mais ça reste assez spéculatif. Suivante. Dernier risque, le plus important à mon sens, celui de la protection des données. Pourquoi c'est capital? Parce que le télétravail implique une multiplication des lieux de travail, une multiplication des outils de travail, une multiplication des voies de communication du travail. Alors, évidemment, le comportement individuel, on y viendra tout à l'heure, est absolument fondamental. Cela étant, il y a, suivante, je dirais que, et je m'y attacherai passablement après dans les éléments de solution, je pense que c'est là où sans doute les solutions les plus importantes devront être trouvées, pas seulement, et j'y arrive, dans le règlement du personnel qui évidemment permet de protéger la personnalité de l'employé, mais aussi effectivement d'assurer une protection des données de l'employeur. Dans les règlements du personnel qui pourraient être édictés, qui ne sont vraiment pas encore courants en Suisse, on peut avantageusement, me semble-t-il, s'inspirer du règlement sur le télétravail dans la fonction publique. J'ai cité celui de l'État de Genève, je peux aussi citer la directive technique d'application de la loi sur le personnel vaudoise qui a été
adopté par le service du personnel de l'État de Vaud, le SPEV, ou alors peut-être plus lié au monde de l'entreprise privée, la convention passée entre la FER, que les Genevois connaissent, et puis l'Union des associations patronales genevoises. S'agissant donc encore de la protection de la personnalité, disons que la prise en charge du télétravail se heurte quand même à une jurisprudence récente, mais pré-Covid, selon laquelle, en principe, un employeur n'a pas à payer les outils de travail en home office. Alors, nous sommes dans un droit assez libéral, c'est-à-dire que des solutions autres peuvent être trouvées moyennant une stipulation contractuelle dans un nouveau contrat ou dans un avenant au contrat de travail. Il me semble quand même qu'une aide pour l'aménagement d'un bureau, surtout si, par exemple, le télétravail est amené à durer pour l'employé, serait vraiment de mise, ne serait-ce que dans l'intérêt de l'employeur, que son employé puisse exercer sa tâche dans les meilleures conditions. Suivante. Voilà. Pardon. Des éléments de solution par rapport aux assurances sociales, les privés, peu à dire par rapport aux assurances sociales. Évidemment, c'est la loi qui décide et les pouvoirs publics, surtout l'employeur, a surtout lieu d'attendre des modifications éventuelles qui pourraient intervenir. En revanche, pour ce qui est des polices d'assurance privée, il me semble que de manière générale, il n'est pas nécessaire de les réviser, si j'accepte le cas de l'assurance de commerce. On peut se demander effectivement si, par rapport à la protection des données, une assurance spécifique ne devrait pas être conclue. Je gage que de nouveaux produits d'assurance sur la protection des données, cyber-risques, bien focalisés sur les risques induits par le télétravail, vont apparaître sur le marché. Attendons encore quelques mois pour en avoir le cœur net. Quant aux frontaliers, on attend effectivement d'ici l'année prochaine, voir quelles seront les décisions des différents États. Suivante. Sur la protection des données, je dirais que alors, le risque de perte et de dissémination est effectivement peuvent être cantonnés par l'utilisation des serveurs d'entreprise, par l'adoption de mémorandums clairs, par aussi qui fixent des pratiques où je pense que fondamentalement l'ennemi principal de l'employé et de l'employeur en cas de télétravail, c'est une trop grande familiarité. Il faut savoir rester professionnel. J'ai vu par exemple que dans certaines banques, l'envoi de SMS et de MMS était interdit, les plus belles lurettes en raison du secret bancaire, mais je pense que le secret commercial, le secret d'affaires des autres entreprises justifierait aussi une telle pratique. Suivante. S'ajoute à cela aussi qu'il faut être soucieux par rapport aux voies de communication qu'on utilise. Je pense en particulier aux vidéoconférences par Zoom. Certaines sociétés n'utilisent plus Zoom, comme elles refusent d'utiliser WhatsApp, précisément parce que la sécurité des données n'est pas garantie, la confidentialité des données n'est pas garantie. Enfin, et le docteur Millet l'a dit, veiller à une déconnexion régulière du téléphone est utile en fin de journée et a fortiori lorsqu'on le perd. Voilà, j'en ai terminé. Je dirais de manière générale pour la suite qu'il ne faut pas escompter, à mon sens, des modifications législatives fondamentales en Suisse en raison du télétravail. Il y aura des adaptations, mais beaucoup plus sous l'angle des contrats de travail, des conventions de personnel, voire des conventions collectives de travail, plutôt que sous l'angle législatif. Des solutions donc concertées devront être trouvées entre les employeurs et les employés. Merci. Merci beaucoup Stéphane Loizard pour tous ces éléments juridiques. Alors je rappelle à nos participants que vous pouvez en tout temps poser vos questions dans la partie conversée ou dans la partie Q&R. Je les prends juste après l'intervention de notre dernier interlocuteur et expert, qui est Laurent Burga. Voilà, bonjour Laurent. Bonjour. Donc la discussion, elle s'ouvre maintenant avec vous.
votre témoignage. Laurent, vous êtes le DRH de Renault Suisse depuis 3 ans et vous êtes également directeur de la transformation. Alors, la crise vous a amené à introduire le télétravail au sein du groupe Renault dans l'urgence, dans un contexte particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, s'il vous plaît? En effet, c'est bien la crise qui nous a conduit à mettre en place une politique de télétravail au sein du groupe Renault. Alors, je parle de la Suisse, puisque Renault, en tant que groupe mondial, a évidemment des politiques de télétravail différenciées selon les pays. Mais ici, en Suisse, jusqu'à présent, nous n'avions pas proposé à nos collaborateurs cette possibilité-là. Et la crise nous a, je dirais, conduit dans l'urgence à mettre en place dans des délais complètement fous, puisque sous 72 heures, nous avons réussi à proposer à peu près à 80 à 90% de nos collaborateurs à travailler depuis la maison. Qu'est-ce qui nous a conduit à le faire? Vous l'avez dit, c'est l'urgence sanitaire, c'est notre obligation d'employeur de protéger la santé de nos collaborateurs. Donc, toute autre considération, que ce soit les inquiétudes du management, ont totalement disparu. La seule priorité, c'était d'assurer la protection des collaborateurs et donc de leur proposer la possibilité de travailler à la maison. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait comme apprentissage et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des aspects positifs au télétravail? Alors, je dirais que cette crise, elle a eu beaucoup d'effets négatifs, évidemment, sur l'activité business de beaucoup d'entreprises. Elle a, en tout cas, chez nous, Renault, un gros avantage, c'est qu'elle nous a fait gagner, je pense, entre 5 et 10 ans vis-à-vis de ce que les managers, parfois, peuvent penser du télétravail. Il y a eu, je dirais, une acceptation immédiate, aussi bien de la part des collaborateurs que du management, aidé évidemment par le scénario de crise. Tout le monde était conscient qu'il fallait contribuer tant du point de vue de l'employeur que de l'employé à la sortie de crise, ou entre guillemets à la continuité du business. Donc, ce qu'on a appris d'abord, c'est que le télétravail, c'est une façon de travailler efficace, productive, aujourd'hui très acceptée par le management, mais également par les collaborateurs. Et évidemment, ce qui va ressortir de cette crise, c'est que dès lors qu'on pourra finalement déconfiner, nous avons déjà pris la décision de mettre en place, en période post-Covid, une politique de home office. Alors certes, moins expansive que celle qu'on a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nos collaborateurs sont à 100% en home office. Mais en tout cas, le management, l'entreprise, la direction est totalement engagée dans cette direction-là. D'accord. Laurent, est-ce que selon vous, le télétravail accroît le risque de burn-out? C'est une bonne question. Jusqu'à présent, nous n'avons pas identifié de signaux après quand même 6 mois de home office, et je le redis, de home office intense, puisque nos collaborateurs sont à 100% en home office, avec la possibilité néanmoins de revenir au bureau dans des conditions très spécifiques de sécurité et de protection. Ce qu'on a introduit dans cette phase de home office, c'est par exemple l'interdiction de faire des heures supplémentaires à la maison. Donc, on fait en sorte que les horaires de travail soient respectés et que la coupure entre vie professionnelle et vie privée le soit également. On a évidemment les outils d'enregistrement du temps de travail qui nous permettent de suivre l'évolution des horaires. On a également mis en place un suivi avec le management, c'est-à-dire qu'on demande toutes les semaines en comité de direction aux différents directeurs s'ils ont des remontées d'informations de la part de leurs collaborateurs pour évidemment essayer d'identifier ces signaux. Et puis, on a mis aussi en place mensuellement un échange de la direction avec l'ensemble des collaborateurs. Ce que nous faisions précédemment physiquement, nous le faisons de façon digitale. Et c'est aussi l'occasion pour les collaborateurs de rentrer en contact, non pas seulement avec des collègues du même département, mais d'essayer néanmoins de conserver un petit peu d'esprit d'appartenance à l'entreprise, parce qu'encore une fois, il y a des collaborateurs que je n'ai pas croisés physiquement depuis 6 mois. Et donc, ces signaux, c'est les emails envoyés à 22 h le dimanche soir. C'est pas si simple à repérer, finalement. C'est pas exactement. Ça n'est pas si simple à repérer. Et dans ces cas-là, on a le management en relais, dans la mesure où la direction des ressources humaines n'a pas d'appareil de contrôle pour vérifier que les collaborateurs ne se connectent pas jour et nuit. Donc, c'est beaucoup de pédagogie.
C'est beaucoup de bienveillance vis-à-vis des collaborateurs, notamment, puisqu'on essaie, dans cette période un peu critique, de faire passer en priorité la santé du collaborateur avant la productivité. Donc, on accepte aussi d'être légèrement moins performant dans cette période Covid qu'on le serait dans une période un peu plus normale. Mais c'est une très bonne question. Il est difficile de détecter les signaux de personnes en burn-out ou en malaise à la maison parce que souvent, ces personnes-là ont du mal à l'exprimer. Tout à fait. Donc, de votre côté, est-ce que vous pensez qu'il faut faire un choix entre prendre soin de ses employés ou de son entreprise? Je ne pense pas. Alors moi, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vos collaborateurs, vous n'aurez de toute façon pas une entreprise en bonne santé. Et je le redis, je ne fais pas de démagogie en vous disant ça. C'est vraiment la priorité qui a été donnée d'abord par le groupe, puis ensuite par le management local. On s'est tout de suite posé la question en se disant notre capital, avant de vendre des voitures, c'est d'avoir des collaborateurs. Et donc, on a d'abord pensé à se mettre dans une organisation du travail qui permette de protéger la santé des collaborateurs. Et finalement, la situation démontre que cela protège énormément l'entreprise. Et aujourd'hui, 6 mois après, même si on a eu des mois difficiles pendant le confinement, l'entreprise est encore là, les collaborateurs sont encore là. Un simple point, je n'ai jamais eu un turnover si limité depuis que nous avons mis en place le télétravail. Alors évidemment, la période du Covid a rendu le marché un peu plus tendu, mais néanmoins, la façon dont on a traité nos collaborateurs et mis leur santé, je dirais, comme élément prioritaire, a été aussi, je crois, extrêmement appréciée. Et on a des échos positifs, puisqu'on échange beaucoup avec des collaborateurs. On a des enquêtes après chaque réunion mensuelle. Et je dirais, les deux sont totalement imbriqués. Priorité aux collaborateurs, c'est de toute façon assurer la pérennité de l'entreprise. On a une question qui vient d'arriver du public et que je trouve assez intéressante, qui nous demande: est-ce que vous avez mis des bonnes pratiques en place pour favoriser la collaboration entre les équipes en télétravail? Alors nous, à la CCI France-Suisse, on se prend un team coffee tous les mardis à 13h. Voilà, et on ne parle pas de travail. Est-ce que chez Renaud, vous avez des choses comme ça? Oui, alors on l'a laissé aussi. Alors on a nos rendez-vous mensuels où en effet la direction générale, le directeur général prend la parole devant tous les collaborateurs pour prendre un peu des nouvelles, pour donner un peu des nouvelles de l'entreprise et puis pour essayer d'échanger entre départements, entre services pour éviter le cloisonnement. Après, c'est vrai que chaque manager a choisi de mettre en place. Nous, on va le faire pour les fêtes de Noël. On va par exemple, on a organisé un apéritif virtuel. Pour se souhaiter un bon Noël. On fait aussi des réunions de service où on prend un temps d'échange pour souffler avant d'entamer les sujets business. Et puis, on est en train de mettre en place une formation au webinaire, puisque, en effet, de plus en plus, nous sommes amenés à communiquer par ces outils digitaux, que ce soit par Zoom ou que ce soit par Teams dans certaines entreprises comme la nôtre. Et donc, on va à la fois former nos collaborateurs à utiliser ces nouveaux moyens de communication de façon plus systématique, d'une part, et puis on propose également les bonnes pratiques du télétravail. Donc, j'étais évidemment très intéressé par l'intervention du docteur, puisque c'est des choses qu'il faut communiquer aux collaborateurs pour s'assurer que dans la durée, évidemment, le télétravail n'amène pas à des situations problématiques en matière de santé. Très bien. Ce que je vous propose, c'est d'activer maintenant à nouveau la caméra de Stéphane Voisard et puis de Nicolas Millet, puisqu'on a un certain nombre de questions du public qui, je pense, pourraient être répondues par plusieurs de nos intervenants. Voilà, messieurs, je vois que vous respectez les mesures de sécurité et c'est tout à fait le sujet du jour. C'est indispensable. Alors, on a eu un certain nombre de questions relatives à la santé.
avec, par exemple, peut-être pour Nicolas, la question de l'ergonomie au niveau du télétravail et de la chaise. On nous a demandé est-ce qu'une chaise de type sans dossier est quelque chose d'intéressant pour un collaborateur. Souvent, c'est moins cher aussi au niveau de l'investissement. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de modèle? Alors, je dois commencer par vous dire que je ne suis pas un spécialiste de l'ergonomie au travail, mais de ce que j'ai lu, et les gens qui s'occupent de ça recommandent quand même des chaises avec dossier, des chaises de bonne qualité, avec un appui au niveau lombaire, si vous voulez, qui permettra de caler le bassin, ce qui permet d'avoir une colonne verticale qui reste droite. On sait que, par exemple, les troubles de la nuque, elles sont dues au fait que la nuque est contractée. Les cervicales doivent être complètement relâchées. Et c'est plutôt ce qui est proposé. Le livre dont j'ai parlé, d'Olivier Girard, est extrêmement bien détaillé, simple, compréhensible. Et je pense qu'il pourrait être utilisé par les employés eux-mêmes, si vous voulez, qui se préoccupent eux-mêmes d'avoir un bon siège qui soit bien réglé. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'écrire les références du livre d'Olivier Girard dans la partie conversée. C'est effectivement aussi une question qui revient de la part du public. Est-ce qu'on nous recommande des brochures, de l'e-learning, des guides sur l'ergonomie en télétravail? Je pense que c'est vrai que ce sont des principes qu'on peut... que si vous avez des choses à recommander à notre public, ce serait volontiers. On a également des questions sur le thème juridique. Alors, l'aspect frontalier, évidemment, revient sur le tapis. Je sais que Laurent, on en avait parlé lors de la préparation, vous avez eu des cas, évidemment. Ce qu'on nous demande de la part du public, c'est effectivement possible au niveau des charges sociales à hauteur de 25%. Quid sous l'angle des impôts? Stéphane, est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Oui, le lieu d'imposition ne change pas. C'est la prise de position, en tout cas de l'État de Genève. C'est aussi forcément celle de l'État de Vaud, de l'ensemble des cantons suisses. Le lien d'imposition, nonobstant le télétravail, perdure. Ça, c'est évident. Est-ce qu'un développement très généralisé du télétravail pourrait avoir pour conséquence une modification de l'imposition, du lieu d'imposition? C'est pas complètement exclu. Cela dit, ça ne pourra avoir force de loi qu'à partir du moment où une convention serait passée entre les États concernés, la Suisse, la France, la Suisse, l'Allemagne, etc. Mais pour l'heure, l'imposition, ni par son taux, ni par son lieu, ne change malgré la généralisation du télétravail. D'accord, merci beaucoup. On va peut-être rester dans le sujet juridique. Laurent, un directeur ou une directrice, même si ils sont employés, ils ne sont pas soumis à la loi fédérale sur le travail. Est-ce que de votre côté, vous avez eu un traitement différencié de vos collaborateurs en fonction de leur statut? Non, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune distinction, que ce soit management, collaborateur, quel que soit leur statut et leur niveau de responsabilité. Tout le monde a été, je dirais, traité à la même enseigne. Là où on a eu des difficultés, c'est évidemment sur certaines catégories de métiers où le télétravail n'a pas été possible immédiatement, tout simplement parce que les systèmes de communication ne le permettaient pas. Vous avez toujours quelques collaborateurs qui travaillent non pas avec un laptop, mais encore avec une station physique sur place. Et donc là, on a eu quelques délais pour équiper l'ensemble du personnel et permettre à 100% des collaborateurs de travailler à la maison. Mais sur le plan de la philosophie et des possibilités offertes, nous n'avons fait aucune distinction entre un directeur et un collaborateur. Et est-ce que vous avez, comme le préconisait Stéphane Voisard tout à l'heure, investi ou soutenu vos collaborateurs pour se créer un bureau à la maison? C'est une très bonne question. Et je ne vais pas vous tenir un discours langue de bois. On a fait le choix de leur permettre d'emporter avec eux à la maison le matériel de bureau, comme par exemple l'écran, le clavier, la souris, etc. Mais nous n'avons pas contribué financièrement à leur équipement sur place. La chaise de bureau, ils ont pu l'emmener? La question sur la... Ils ont emmené la chaise, par contre. chaise, oui.
mais ils n'ont pas amené la chaîne, ils ont amené le double écran pour notamment les contrôleurs qui doivent travailler sur des tableurs Excel. Donc, ils se sont reconstitués à partir des éléments mis par l'entreprise, leur propre bureau. Mais ce qu'ils n'ont pas emmené avec eux, c'est leur chaise ergonomique. Ça, je le concède et je le dis bien volontiers. La question se pose, elle est tout à fait pertinente. Qu'allons-nous faire en début d'année prochaine lorsque nous sortirons, on l'espère, de la période Covid et que nous allons introduire un règlement officiel de home office. Aujourd'hui, on est sur la base d'un double volontariat, donc rien ne sera imposé. On pense, c'est comme ça qu'on l'a décidé aujourd'hui, de proposer 2 jours de télétravail par semaine. Encore une fois, non imposé par le collaborateur et évidemment non imposé par l'employeur. Et dans ce cadre-là, on est encore en train de discuter. Pour l'instant, on est parti sur l'idée que nous n'allions pas contribuer financièrement à l'équipement de nos collaborateurs en télétravail, mais l'expérience aujourd'hui nous démontre qu'on pourrait se reposer la question. D'accord, merci beaucoup. J'ai encore une question, peut-être aussi pour Stéphane à nouveau. On nous demande, est-ce autorisé de faire du télétravail hors du domicile habituel, par exemple si on doit se déplacer pour rendre visite auprès de sa famille? Est-ce que c'est une question qui est réglée de façon juridique? Non, non, elle n'est pas réglée. En soi, c'est tout à fait possible. Cela dit, il faut bien veiller à ce qu'un déplacement comme que tout déplacement quel qu'il soit n'induise pas une perte, un risque de perte des données ou la perte effective de ces données. Donc la responsabilité individuelle de chacun est très très importante. Cela dit, il faut vraiment l'éviter. Il faut vraiment l'éviter parce que le télétravail, ce n'est pas seulement le home office, c'est vrai, c'est aussi les déplacements très très fréquents et peut-être encore plus fréquents qu'avant. On entend trop souvent des conversations professionnelles dans le train où des secrets sont tout à fait révélés et je pense que là, il y a un risque mais majeur, non seulement pour l'employeur, mais aussi pour l'employé de perdre son travail. Il faut vraiment, je pense, à partir le télétravail, c'est en tant que travail à la maison, reste d'abord et avant tout du travail. Un employeur peut s'attendre à ce que son employé ait exactement le même degré de productivité et d'efficacité et de sérieux lorsqu'il travaille chez lui ou lorsqu'il travaille à l'extérieur. La bienveillance dont parlait M. Burga est tout à fait justifiée, elle est très très importante, surtout dans un contexte aussi lourd que le nôtre, mais ça n'enlève pas à la responsabilité, les exigences et vraiment le professionnalisme. Il faut être professionnel partout, a fortiori, je dirais, quand on se déplace. Et puis, vous souleviez un point dans votre présentation tout à l'heure, vous disiez le matériel professionnel devrait être conservé sous clé. Est-ce que ça veut dire que nos ordinateurs portables, il faut qu'on les enferme dans notre bureau quand on ne les utilise pas? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. De là à, on peut pas l'imposer à tous les employés. C'est vrai qu'il y a une immense différence entre travailler dans son salon, dans la pièce commune à la famille, ou travailler dans une pièce distincte. Évidemment, la meilleure des solutions serait de travailler dans une pièce distincte. D'ailleurs, il est assez intéressant de constater que les premières jurisprudences qui datent de 2017-2018, avant le Covid, portaient précisément sur l'obligation de louer des petites chambres à proximité du domicile parce que l'employé était trop loin de son domicile et que c'était beaucoup plus efficace pour lui de réduire ses temps de transport. Il était moins fatigué de travailler à proximité de chez lui. Et l'arrêt que j'ai cité dans ma présentation parlait précisément de savoir si un employeur devait prendre en charge l'allocation de cette chambre par l'employé. Alors, pour répondre à votre question, c'est clairement un idéal. Est-ce qu'un employeur peut l'imposer à un employé? Honnêtement, je ne le pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense que ça ne passerait pas devant une juridiction des prud'hommes. Ça, c'est clair. Très bien. Peut-être juste une chose, Oui. pour un peu nuancer le propos. Il y a quand même une certaine différence selon le statut de l'employé. Si on est en présence de quelqu'un qui exerce une fonction dirigeante, certes la loi sur le travail ne s'applique pas, mais ses obligations contractuelles demeurent, on peut un peu plus escompter qu'il ait quand même une pièce à lui, destinée chez lui, pour y travailler.
Donc là, je serais peut-être un petit peu plus nuancé en fonction du niveau hiérarchique de l'employé. Et qu'en est-il par rapport à tous ces espaces de coworking qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que là, on a une législation un peu plus souple? Est-ce que c'est considéré comme un bureau, mais qui n'est pas du ressort de l'entreprise ni de la maison, mais quand même un espace sécurisé? Alors, ce n'est même pas qu'on a une législation plus souple, c'est qu'on n'a pas de législation. Et vous connaissez la formule, hein, le contrat et la loi que les parties se font. Fondamentalement, les entreprises, par le biais des contrats, des règlements professionnels, des règlements du personnel, des conventions collectives aussi, peuvent elles-mêmes, de manière concertée avec les employés, dire si oui ou non elles autorisent, cas échéant dans quelle mesure, les participations ou l'utilisation des espaces de coworking. C'est fondamentalement quand même, les espaces de coworking restent malgré tout utilisés par des gens, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, par des gens plutôt jeunes et plutôt indépendants. L'employé lambda, généralement, privilégie quand même le travail à domicile et on peut tabler aussi sur le fait qu'une grande partie des entreprises seront plutôt rétives à ce que leurs employés se rendent dans des espaces de coworking si le télétravail doit vraiment se généraliser, devenir une habitude, comme le disait M. Burga, travailler jusqu'à 2 jours par semaine, chaque semaine, même en période hors Covid, à la maison. Très bien, merci Stéphane. Je vais peut-être poser une dernière question. Je l'ai un peu posée tout à l'heure à Laurent. J'aimerais la poser à Nicolas Millet. Par rapport à ces signaux faibles dont on parlait tout à l'heure, Nicolas, vous êtes certifié PNL, donc communication non verbale. Aujourd'hui, on est sur Zoom, sur Teams. On a du mal quand même à repérer les signaux faibles. Est-ce que vous auriez des questions, des conseils, je veux dire, pour nos managers? Comment repérer qu'un collaborateur peut être mal, peut être dans une situation de souffrance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est clair que le téléconférence, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est très limitatif en termes de signaux non-verbaux. On est limité peut-être au regard. Est-ce que je vous regarde dans les yeux ou est-ce que je vous regarde ailleurs? Mais il y a beaucoup de choses qui échappent à la communication. C'est une communication beaucoup plus pauvre. Donc, je dirais les signaux indirects pour savoir si les collaborateurs en télétravail vont bien ou pas bien, c'est peut-être de voir un petit peu ce qu'ils produisent. Hein. Les travailleurs qui vont travailler trop ou trop tard, c'est peut-être un signe d'alarme. La même chose, ceux qui ne participent pas, qui ne produisent pas beaucoup, ça peut être aussi, à l'inverse, un signal que quelque chose ne va pas. Ou qui ne mettent pas la caméra. Voilà, par exemple, ouais. Qu'on voit qu'ils sont en pyjama. Voilà, par exemple. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est en fait, on peut très bien avoir des échanges beaucoup plus informels, enfin leur téléphoner par exemple, et puis parler de comment ils vont, enfin pas parler de problèmes spécifiques à l'entreprise, mais plutôt de leur demander mais comment allez-vous dans ce contexte qui est double maintenant, hein. Il y a le problème du télétravail, mais c'est difficile aussi de le sortir du contexte sanitaire. En fait, c'est très difficile d'avoir des liens de causalité entre la forme des gens et ce qu'ils vous racontent dans les sondages, qui soient purement en relation avec le télétravail. Hein. Donc, est-ce que c'est causalité, association? C'est pas très scientifique tout ça, on ne peut pas tellement dire. Il y a plusieurs problèmes, plusieurs contextes différents en ce moment. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. C'était la dernière question. Donc, je voudrais maintenant conclure ce webinaire. Tout d'abord, en vous remerciant, Laurent Burga, Stéphane Voisard, Nicolas Millet, pour avoir apporté vos éléments d'expertise, votre retour d'expérience et puis vos conseils dans cet échange qui était vraiment fort intéressant. Merci aussi à tous nos participants pour vos questions, pour votre attention.
Alors pour conclure, je dirais le télétravail, nous avons été jetés dedans, nous avons dû le subir, puis nous avons dû l'organiser. Et aujourd'hui, nous avons vu que certains sujets juridiques ne sont pas encore réglés, mais nous constatons également avoir pris un premier recul qui nous permet d'améliorer le télétravail dans cette deuxième vague et d'ores et déjà d'appréhender l'après-crise en utilisant ce bond en avant forcé pour changer le monde après. C'est le nouveau challenge des managers et ce sera également le thème du prochain webinaire de ce cycle, donc leadership et télémanagement, pièges et bonnes pratiques. Nous vous donnons donc rendez-vous le 3 décembre prochain pour le troisième volet de ce cycle consacré au télétravail en partenariat avec les experts de télétravail durable. Donc les 4e et 5e volets, vous le voyez sur vos écrans, auront respectivement lieu les 10 et 17 décembre. Vous voyez également les dates de nos autres événements à la CCI France-Suisse. Donc, mardi prochain, je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour une e-présentation des membres suivie d'un e-réseautage. On a également un nouveau format Meet and Connect qui aura lieu le 2 décembre avec Thibaut Reversé. Hier soir, on était avec Claude Grégorini de chez Renault pour un échange passionnant sur la mobilité du futur. Et puis, nous vous proposons également un webinaire sur les perspectives et les opportunités du Liechtenstein. Ce sera le 9 décembre. Là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Restez en bonne santé. Et puis, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un prochain événement de la CCI France-Suisse. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci à tous.